Bonjour à tous et bienvenue dans Rue de la République. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Chevet, secrétaire départementale de la FSU 13. Merci d'être avec nous, Caroline Chevet. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, évidemment, Léo Purguette, comme chaque dimanche, président de la Marseillaise. Bonjour. Léo. On sort d'un 1er mai, une mobilisation qui a eu lieu donc, ce mercredi. On a eu 8000 personnes selon la CGT, 3000 manifestants selon la police. C'est moins que l'an dernier, une année qui avait été galvanisée par notamment la réforme des retraites. Aujourd'hui, est-ce que vous constatez une mobilisation qui s'est un peu affaiblie ? Le contexte n'est pas du tout le même. L'année dernière, le 1er mai, a été porté par le mouvement contre la réforme des retraites. Cette année, c'est un 1er mai qu'on peut dire un peu plus classique. Pour autant, dans le département, il était unitaire et dans une unité large, puisque il était à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaire, de l'UNSA et de la CFDT. Et pour nous, cette unité, elle est aussi le résultat du mouvement qu'on a conduit l'année dernière. Il y avait une notion de paix qui a été avancée pour cette manifestation, contre la précarité, évidemment, les salaires, c'est toujours des revendications qui reviennent. Il y avait la paix qui s'est ajoutée aussi ce 1er mai. Oui, alors la dimension internationale et la revendication de la paix est toujours présente classiquement dans le 1er mai, mais cette année, elle avait bien sûr une acuité particulière. On y portait, nous, pour la FSU, l'exigence évidemment de la paix, du cessez-le-feu, mais aussi du respect du droit international et la volonté que les solutions diplomatiques prévalent, que ce soit évidemment pour l'Ukraine, pour Gaza, mais aussi dans le monde, puisqu'il y a d'autres conflits en cours, bien sûr. Dans la fonction publique aujourd'hui, quelles ont été les principales revendications ? Il y a toujours la question de la précarisation de la fonction publique. Une nouvelle loi qui s'avance. Une nouvelle loi qui s'annonce en plus de ça ? Oui, alors dans les revendications du 1er mai, ce qu'on mettait en avant, c'est le refus de l'austérité. Qui a été préparé par des annonces notamment sur les fameux 10 milliards à trouver dès 2024 et la politique que le gouvernement conduit pour la fonction publique, elle est déjà une politique d'austérité puisque on est dans une situation où on n'arrive pas à recruter dans la fonction publique et dans les services publics, notamment parce que les salaires sont très faibles. Donc on est porteur de revendications salariales, mais aussi de la défense du statut. En 2019, il y a eu une loi de transformation de la fonction publique qui a permis de développer la précarité déjà dans la fonction publique et le ministère s'apprête à porter un nouveau projet de loi tout en refusant de faire le bilan du précédent. Et ce nouveau projet de loi, il est à nouveau dans une logique d'affaiblissement du statut, des garanties collectives, et c'est évidemment ce qu'on conteste. Pourquoi vous défendez ce statut ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Parce que souvent, dans, on va dire, l'opinion publique, il est un peu dévoyé, ce statut, il est un peu critiqué. Qu'est-ce que ça veut dire, ce statut, exactement, pour vous ? Alors d'abord, le statut, il n'est pas si ancien, c'est pas une chose du passé. Le statut de la fonction publique, hérité notamment de 1983, a été régulièrement modifié. Il a toujours évolué, il a toujours su s'adapter aux nouvelles missions des services publics. Mais pour nous, le statut, c'est d'abord la garantie que les fonctionnaires puissent être indépendants, à l'abri des pressions. Et c'est la condition d'une égalité d'accès au service public pour toute la population. Un fonctionnaire, il est d'abord au service de la population, il ne doit pas être soumis à des pressions hiérarchiques et notamment des pressions immédiates. Et le statut offre des garanties en la matière. Et en fait, c'est pas une affaire de fonctionnaire, le statut de la fonction publique. C'est l'affaire de toute la population parce que la qualité du service rendu, on pense à l'éducation, à l'hôpital, la fonction publique, c'est très concret. La qualité du service rendu, elle dépend aussi beaucoup de la manière dont sont rémunérés et sont traités les fonctionnaires. Est-ce que vous avez le sentiment justement qu'avec notamment la crise sanitaire où on a vu l'importance des services publics, les fonctionnaires ont un peu redoré leur image dans l'opinion ? Alors, quand on dit les fonctionnaires, ça semble toujours très abstrait. Concrètement, qui sont les fonctionnaires ? Ce sont, par exemple, les infirmières à l'hôpital, ce sont les professeurs des écoles, les enseignants, les CPE, les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi des agents de la territoriale, par exemple, la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance ou la prévention judiciaire de la jeunesse, par exemple. Et ces gens-là,
dans la population, ils ont une bonne image en fait. Les parents font confiance aux enseignants, les patients font confiance aux infirmières à l'hôpital. C'est pourtant des métiers qui sont aujourd'hui victimes d'une précarisation et aussi du fait d'un manque de nouvelles recrues aussi. Voilà, c'est plus attractif comme avant. Ces métiers-là, c'est une réalité. C'est des métiers peut-être dans lesquels on a confiance, mais on ne veut plus les faire. C'est la difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés. Les métiers des services publics aujourd'hui connaissent une crise des recrutements extrêmement forte qui est un vrai danger parce que les services publics, c'est aussi la cohésion sociale, c'est aussi l'aide aux plus démunis, mais c'est l'unité de la société et on voit bien que les différentes politiques conduites depuis des années qui ont conduit à une dégradation considérable des conditions de travail, mais aussi des rémunérations, ont contribué finalement à détourner la jeunesse, les étudiants des métiers des services publics. C'est un vrai problème. Et quand nous, on dit qu'il y a urgence à revaloriser les salaires de la fonction publique, ce qu'on dit, c'est que c'est la condition pour qu'on continue à avoir un maillage de services publics fort et à la hauteur sur le territoire. Justement, vous étiez sur notre plateau en 2022 où vous parliez de la condition des enseignants, de leur salaire. On prend l'exemple des enseignants parce que vous connaissez bien le sujet. Et aujourd'hui, en 2024, est-ce que si vous devez refaire un bilan à ce niveau-là, au niveau des salaires des enseignants, au niveau des moyens, est-ce que c'est toujours la même chose qu'en 2022 ? Alors, il y a des décisions qui ont été prises politiquement. Il y a eu effectivement des mesures qui ont permis d'améliorer en partie les débuts de carrière, notamment. Mais on est très loin des promesses qui avaient été faites au moment de la campagne électorale, de la présidentielle. Très loin. Et les mesures de carrière n'ont pas touché du tout l'ensemble des enseignants. Or, aujourd'hui, on a un peu une fuite par tous les bouts parce que les étudiants se détournent des métiers des concours, mais on a aussi de plus en plus d'enseignants qui souhaitent quitter le métier dans la deuxième moitié de leur carrière. Et donc, on a une difficulté vraiment à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, en fait, c'est d'une revalorisation salariale qui concerne l'ensemble des personnels. Quand je dis l'ensemble des personnels, c'est pas seulement les enseignants. C'est aussi, par exemple, les assistants d'éducation, c'est le nom technique des surveillants, et les AESH aussi, qui sont les personnes qui aident les élèves en situation de handicap, qui ont été les grands oubliés aussi de cette revalorisation. Alors, on parle de ces difficultés salariales, de ces problèmes de moyens, d'une nouvelle politique d'austérité qui est impulsée par le gouvernement. Et pourtant, il y a de l'argent dans cette société. On a notamment un débat sur les salaires des grands patrons, comme celui de Carlos Tavares, qui dépasse les 30 millions d'euros à l'année. Est-ce que vous trouvez que c'est indécent ? Et est-ce que vous soutenez l'idée d'avoir des plafonnements, d'essayer de rechercher des moyens, de l'argent de ce côté-là ? Il est, je crois, évident aux yeux de tous qu'on a besoin de mieux répartir les richesses dans notre pays. Je crois que c'est une évidence. Ce constat, parce que c'est pas juste un sentiment, ce constat que les inégalités ont explosé nourrit aussi une amertume, nourrit des tensions sociales. Et il est absolument indispensable que les choses soient remises à plat. Alors la question pour nous, c'est avant tout la question de l'impôt. Il y a des réformes fiscales à faire pour rééquilibrer, modifier la répartition des richesses. On a besoin de financer notamment les services publics. On y reviendra peut-être, mais dans l'éducation, ce qui est en train de se passer, c'est quand même la politique d'austérité appliquée à l'éducation. Mais si on veut redonner à nos services publics le souffle dont ils ont besoin, l'hôpital, l'école, il faut absolument revoir la répartition des richesses. Et oui, bien sûr qu'il y a des salaires qui sont indécents et qu'il est inacceptable aujourd'hui de penser que, alors que certains ont de minuscules contrats précaires à temps partiel, ne parviennent pas à joindre les deux bouts, on a par ailleurs une captation des richesses et une concentration du patrimoine entre les mains d'un petit nombre de personnes.
Alors justement, dans ce contexte-là, on voit bien que certains, et peut-être que vous allez nous dire si c'est le cas aussi chez les fonctionnaires, se tournent vers un vote de colère, un vote d'extrême droite. Les syndicats ont pris position, en tout cas le vôtre, aux côtés notamment de la CGT, a défilé à Béziers contre les idées de l'extrême droite. Est-ce que les fonctionnaires sont touchés par ce mouvement de fond de l'extrême droite et comment les convaincre ? Alors la montée des idées de l'extrême droite, elle est présente partout dans la société. Les fonctionnaires n'y échappent pas, même si ça n'est pas forcément le milieu professionnel le plus touché. Et je pense en particulier à la fonction publique de l'État, aux enseignants par exemple, qui restent des professions qui ont finalement une résistance plus forte. Nous, évidemment qu'en tant qu'organisation syndicale et donc de défenseurs des salariés, des agents de la fonction publique, on alerte en permanence contre le danger que cela représente pour la société, pour les plus fragiles. Pour la fonction publique également. Et pour la fonction publique aussi, parce que l'extrême droite est historiquement l'adversaire de la fonction publique et des fonctionnaires. Comment résister ? Je crois que personne n'a la baguette magique, mais il nous semble que les conditions de travail, la reconnaissance sociale dont on bénéficie sur son lieu de travail, mais aussi la possibilité d'avoir un travail collectif, de reprendre la main sur son métier, sont aussi des manières qui permettent des choses qui permettent de résister, de garder de la cohésion, de garder la fierté de son travail. Et ça fait partie des choses qu'on essaie de porter. Donc c'est la montée des idées d'extrême droite, elle n'est pas complètement coupée de la dégradation des conditions de travail aujourd'hui et des rémunérations. Elle en est la conséquence. Et donc nous semble qu'en luttant pour défendre des services publics forts, on lutte aussi contre la montée des idées d'extrême droite. Vous avez évoqué les réformes dans le milieu de l'éducation. Les enseignants se sont mobilisés à plusieurs reprises à Marseille et ailleurs contre le choc des savoirs. Il y a eu des mobilisations chaque semaine à la pause méridienne des enseignants. Ce choc des savoirs, vous le dénoncez comme un tri des élèves. Concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous fait peur, vous, en tant qu'enseignant ? Oui, alors peut-être pour expliquer ce que c'est que cette réforme choc des savoirs, une réforme qui ne dit pas son nom, mais qui en fait est une réforme qui s'attaque frontalement au collège, mais qui en fait est en train de modifier le système éducatif. C'est notamment un certain nombre de mesures visant à contraindre la liberté pédagogique des enseignants du premier degré, la labellisation des manuels par exemple, mais surtout au niveau du collège, c'est la mesure emblématique, c'est les groupes de niveau en maths et en français, en 6e et en 5e. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élèves seraient séparés pour ces enseignements qui correspondent à un tiers de leur semaine, seraient séparés en groupes de niveau. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée de mettre un verrou à l'entrée au lycée. Via le brevet des collèges, le DNB. C'est-à-dire que tous les élèves n'auraient pas vocation à aller au lycée, mais qu'on en éliminerait un certain nombre. Si on met ça en rapport avec la réforme du lycée professionnel, contre laquelle on s'est battu toute l'année, et la promotion de l'apprentissage, ce à quoi on est confronté, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie réforme du système éducatif qui ne dit pas son nom, c'est qu'on est confronté à la décision de rompre avec la politique de démocratisation de l'accès au savoir, aux diplômes et aux études, qui était le résultat d'une volonté politique qui s'enracine dans le début des années 80. Alors qu'il y a eu des accros, on se rappelle l'époque de Sarkozy, les suppressions de postes dans l'éducation nationale, mais cette politique-là, globalement, était l'objet d'un compromis social où on investissait fortement dans l'éducation pour permettre aux enfants des milieux populaires les plus éloignés de l'école d'aller le plus loin possible et d'accéder aux études. Aujourd'hui, toutes ces réformes, si on les met bout à bout, ce à quoi elles conduisent, c'est à l'éviction à partir du collège. Parce que mettre les mauvais avec les mauvais, entre guillemets, et les bons avec les bons, c'est pas la solution. Pour vous, il faut mélanger pour que chacun se tire vers le haut. Éventuellement, c'est ça pour expliquer concrètement aux gens. Oui, concrètement, c'est typiquement la fausse bonne idée. Alors,
sur le papier, on se dit, ah oui, très bien, comme ça, les plus faibles, on pourra s'en occuper, et puis les meilleurs, ils vont aller très loin. En réalité, les études des spécialistes de l'éducation, comme l'expérience des enseignants, montrent que ce qui est le plus favorable à l'ensemble des élèves, c'est la mixité, pour peu qu'elle se fasse dans des effectifs raisonnables, avec des moments où on est en demi-groupe ou en effectif allégé et des moments où on est en classe entière. Mais c'est dans cette confrontation avec des élèves un peu plus forts ou un peu plus faibles que soi que s'organisent finalement des dynamiques au sein des classes. Et donc nous savons, parce que c'est notre métier, que séparer les élèves les meilleurs des élèves les plus faibles, c'est une manière d'abandonner les plus faibles et de les éloigner de l'école. Alors, est-ce que les mobilisations vont reprendre à partir de ce lundi ? On retrouve le chemin des classes ? Oui, les mobilisations vont reprendre. Alors, elles ne se décrètent pas, elles se décident évidemment dans les discussions, dans les salles des profs, dans les salles des maîtres. Et donc, nos collègues vont évidemment être dans la dernière phase de l'année où on prépare la rentrée. Forcément au moment de concrétiser les choses. Et donc nous organisons déjà une manifestation nationale, mais qui se passera dans des pôles régionaux. Donc on aura une manifestation, le lieu n'est pas encore arrêté, mais le samedi 25 mai, aux côtés des parents d'élèves, des organisations lycéennes et dans une large intersyndicale. Et avant cela, des mobilisations qui vont se construire avec les collègues. Les parents d'élèves qui ont rejoint les mobilisations donc à la pause déjeuner, la plupart du temps à Marseille, il y a une mobilisation des parents aujourd'hui, ça les inquiète aussi, ce choc des savoirs ? Ça les inquiète vraiment. C'est un peu les liens se sont resserrés du fait de cette question entre les parents d'élèves et les enseignants, parce que ça n'est pas un problème de prof. Le choc des savoirs, c'est vraiment le problème des parents et des élèves. Et quand on leur montre ce que ça veut dire les groupes de niveau, les parents comprennent très vite, y compris la désorganisation des collèges à laquelle ça va aboutir, la complexité des emplois du temps, et puis le fait que certains élèves vont être victimes de ces choix politiques-là. Parmi les changements que va connaître l'école prochainement, Gabriel Attal a fait des annonces contre les violences des mineurs, avec, donc ça concerne l'éducation nationale, obliger les élèves à être présents en classe toute la journée. Voilà, c'est ce qu'il a dit, faire en sorte de forcer les élèves à être là de 8h à 18h dans les écoles, ou encore sanctionner les éléments perturbateurs dans l'obtention de leur diplôme. Ce sont des pistes qui ont été annoncées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors la première chose, c'est qu'on est frappé quand même de voir un discours qui semble très revanchard à l'égard de la jeunesse. Autoritaire. Oui, autoritaire, mais autoritaire sans aucun effort en même temps, parce que une décision politique qui consiste à mettre une mention sur un dossier d'élève, outre que c'est extrêmement injuste et que c'est le contraire à tout processus éducatif, c'est aussi une décision qui ne coûte rien, qui ne relève pas d'un effort fait pour améliorer la situation des élèves, pour permettre notamment d'éviter que des dérives violentes puissent s'installer, que des élèves puissent être en rupture par rapport à l'école. C'est un peu des effets d'annonce qui, pour pas un rond, finalement font surtout beaucoup parler. Donc on est très inquiet de voir s'installer un discours comme ça de défiance à l'endroit de la jeunesse. Nous, on sait que nos élèves méritent mieux que cette politique-là, que dans la jeunesse, on a aussi un bouillonnement d'idées, de volonté de réussir, de travailler, de comprendre. Et c'est vraiment pas de ça que le système éducatif a besoin aujourd'hui. Alors d'autres questions sont posées dans le débat public et notamment amenées par le gouvernement. On pense par exemple à la lutte contre les atteintes à la laïcité. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez à Marseille ? Alors on a dans les établissements scolaires, dans l'immense majorité des établissements scolaires, il n'y a pas de questions qui se posent. Dans certains établissements, il y a parfois des situations qui sont la plupart du temps gérées par les équipes. Alors les équipes, c'est les enseignants parfois, mais surtout les surveillants, les CPE, qui sont en première ligne, qui sont les personnes qui accueillent les élèves. Et c'est notre métier. De savoir discuter avec les élèves, notamment les adolescents, de rappeler quelles sont les règles, de les fixer, de les faire respecter, de les convaincre. Et ça se passe
correctement pour peu qu'on ait du temps et des équipes disponibles dans l'immense majorité des cas. Et puis il y a effectivement des situations qui sont parfois plus complexes, mais ce dont l'école a besoin, c'est surtout de sérénité dans ces cas-là, et surtout qu'elles ne soient pas, que les situations ne soient pas instrumentalisées politiquement pour créer encore davantage de tensions. Dernière question, Léo Purguette. Alors, 2 dernières questions très rapidement. D'abord, il y a un rapport parlementaire qui parle de l'école privée, d'une forme de détournement d'argent public massif. C'est conjugué quand même avec l'organisation d'une certaine sélection sociale dans les établissements. Est-ce qu'il y a besoin de resserrer un peu les boulons de ce point de vue-là? C'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est de plus en plus de rapports, notamment de médecins, déconseillent l'utilisation des écrans. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous paraît pertinent, alors qu'il y a quelques années on a essayé d'introduire quand même beaucoup la numérisation dans l'enseignement? Alors, difficile de répondre complètement aux 2 questions, mais sur la première, oui, on a une vraie difficulté. Nous, à la FSU, notre position, c'est que l'argent public doit aller à l'école publique. Aujourd'hui, l'école privée exerce une concurrence sauvage sur le système public et est en train effectivement de contribuer fortement à sa mise en difficulté. Donc oui, la situation doit recevoir des réponses, ça ne peut pas rester comme ça aujourd'hui et continuer à s'amplifier. Sur les écrans, on est professionnellement tous confrontés à une vraie difficulté, et notamment via les smartphones. On a un développement du recours à l'intelligence artificielle par les élèves, et en plus avec un usage qui est un usage mal maîtrisé et qui du coup est surtout une réponse au refus de faire l'effort d'étudier, d'apprendre, de réfléchir. Donc oui, il y a absolument besoin de prendre des mesures. Ça ne peut pas être que de la répression, il faut de l'éducation aux médias, c'est absolument indispensable, et ça, il faut ça manque que ce soit... C'est pas suffisant, les moyens qu'on a pour le faire ne sont pas suffisants, il faut former les enseignants. C'est indispensable. Dans les pays où ils ont réussi à avoir des politiques plus constructives là-dessus, ils ont eu des plans de formation très importants, et notre ministère a commencé l'année, je le rappelle, en détériorant fortement la formation continue des enseignants, et ça, c'est vraiment un très mauvais choix aussi. Merci beaucoup Caroline Chevet, secrétaire départementale de la FSU 13, d'avoir été avec nous sur Maritima, et merci beaucoup à Léo Purguette d'avoir été avec moi pour cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.